J'ai trouvé cela très intéressant ces dernières semaines. La direction de l'AfD prend franchement ses distances avec Trump et critique l'action d'Israël en Iran. S'agit-il d'un véritable changement ou d'un calcul stratégique pour se présenter comme le seul parti de la paix et rafler les prochaines élections? Les gars, regardez-moi ça. 86% regardent sans être abonnés à la chaîne. Si cette conversation t'a rendu ne serait-ce qu'1% meilleur, alors abonne-toi s'il te plaît. C'est le deal le plus honnête d'Internet. Tu y gagnes en clarté. Ça nous aide énormément à continuer d'inviter les meilleurs, les plus critiques et prestigieux invités. Et maintenant, place à l'entretien. Avec M. Merz, le président du conseil de surveillance de BlackRock de 2016 à 2020 et chancelier fédéral. Ils ont donc vraiment fait tomber les masques. BlackRock travaille bien sûr avec Palantir, avec les très grandes entreprises qui veulent tout cet état de surveillance. Et c'est tout simplement le cas qu'en ce moment, vraiment on n'essaye même plus de nous cacher tout ça. On en parle ouvertement, en expliquant ouvertement que nous devons tous être contrôlés et que pour cela, il faut bien sûr une raison. Et la raison en ce moment, c'est bien sûr que les gens sont incroyablement déstabilisés par toutes les guerres, toutes les destructions qui ont lieu dans le monde. Et tout le monde a bien sûr aussi peur que la guerre arrive chez nous. Et tout le monde a aussi peur parce que l'économie s'effondre maintenant. Nous allons donc avoir une énorme vague de chômeurs. Cette vague serait survenue de toute façon à cause de l'intelligence artificielle, mais maintenant on peut accuser l'Iran qui a provoqué la fermeture du détroit d'Ormuz. Chez nous, beaucoup deviennent chômeurs car les chaînes d'approvisionnement et de production s'effondrent. Tout cela est bien pensé en arrière-plan pour nous tromper. Mais le fait reste que l'on montre de plus en plus ouvertement que nous devons tous être conduits dans cette prison numérique. Pour nous mener dans cette prison numérique, il faudrait sans doute un événement signe noir. Quel scénario pourrait nous menacer ensuite? En fait, une crise énergétique, un choc énergétique où l'énergie serait peut-être coupée pendant une période prolongée? La crise énergétique va certainement arriver. Les conséquences de la fermeture du détroit d'Ormuz seront vraiment drastiques. Pour l'instant, ici chez nous, presque personne ne peut s'imaginer cela. Mais il suffit de regarder l'Irlande où presque toutes les stations-service sont désormais fermées. Et là, on peut bien sûr dire, nous rationnons les déplacements. Nous laissons alors les gens plus ou moins chez eux en confinement. Et ensuite, on peut bien sûr recourir à ce qui a été préparé à Washington le 7 avril dont je viens de parler. On peut alors appliquer tout cela de manière faire s'effondrer le système avec un prétendu logiciel d'anthropique, puis annoncer « vous n'avez même plus accès à vos comptes bancaires ». Tout le système bancaire numérique mondial est maintenant en panne, mais nous allons en construire un nouveau basé sur la MNBC. Et c'est ainsi qu'on aurait piégé les gens. Donc, pour moi, plus rien n'est à exclure. Abordons un sujet souvent évité, Monsieur Wolf. Israël et l'instauration de la peine de mort pour les Palestiniens. Pourquoi l'Occident, qui se veut fondé sur des valeurs, tolère-t-il cet apartheid et le soutient-il par des livraisons d'armes ou des déclarations de fidélité? Pour moi, c'est la plus grande monstruosité que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Quand j'étais enfant et adolescent, j'étais toujours choqué qu'il existe un état d'apartheid dans le monde, à savoir l'Afrique du Sud. Mais je dois dire que ce qu'Israël fait maintenant place Israël au même niveau que cet état d'apartheid. Lier une peine de mort à une appartenance ethnique, c'est du racisme pur. C'est comme les lois contre les Juifs adoptées en Allemagne dans les années 30. Et je dois dire que des gens comme Ben Gvir ou Monsieur Smotrich, pour moi, ils sont au même niveau que Hitler, Himmler, Heydrich et leurs complices. C'est vraiment le pire qu'on puisse nous proposer. Et le fait qu'aucun de nos politiciens ne dise rien contre cela montre bien de quel esprit sont animés ces gens-là. Je suis aussi pour un changement de régime qui pourrait vraiment apporter la paix. Et cela, en Israël. 80% des gens là-bas soutiennent ces barbaries. Comment une nation entière peut-elle se radicaliser à ce point et se marginaliser ainsi? Je pense que c'est quand on se pose toujours en victime. Il est vrai qu'il y a eu parfois des roquettes tirées par le Hamas, même si on ignore si c'était vraiment eux. Et l'Israélien moyen ne sait probablement rien du tout sur le contexte, par exemple que le Hamas a été fondé et mis en place avec le soutien du gouvernement israélien. Elle a été créée à l'époque comme contrepoids à l'OLP, qui posait des problèmes au gouvernement israélien, et Israël l'a effectivement soutenu au début. C'est de toute façon un schéma que nous voyons sans cesse. Les grandes puissances se créent elles-mêmes leurs ennemis, pour ensuite les ériger en ennemis et pouvoir frapper de manière vraiment agressive. Mais je pense qu'en Israël, une grande partie de la population a vraiment été tellement conditionnée par la propagande de l'État que
Pour certains, il n'y a vraiment plus rien à faire. La direction de l'AfD, ce que j'ai trouvé très intéressant ces dernières semaines, prend très nettement ses distances avec Trump et critique l'action d'Israël en Iran. Est-ce un véritable changement ou une stratégie pour gagner les prochaines élections en se présentant comme le seul parti de la paix? Exactement la dernière option. Ils visent simplement certaines tendances dans la population. Ils sautent sur cette occasion pour exploiter cette résistance, mais ils n'ont pas non plus de plan. Ils ne prendront pas non plus de mesures qui nuiraient réellement au complexe financier numérique. Donc, bien sûr, en ce moment, la majorité de la population mondiale, y compris la majorité chez nous, est absolument horrifiée par ce que fait Israël. En ce moment, on ne peut pas gagner d'élection en Allemagne si on dit, par exemple, qu'on est pour l'introduction de la peine de mort pour les Palestiniens ou pour le bombardement du Liban ou pour que des civils y soient assassinés de façon horrible. Là, il faut alors s'écarter un peu, mais ce n'est qu'un écart temporaire. Cela sera très vite inversé à nouveau. Donc c'est du pur opportunisme politique. Vous avez évoqué Orban, souvent vu comme le principal représentant de Trump en Europe. Si ce bastion s'effondre ainsi, qu'est-ce que cela signifie pour le réseau mondial des soi-disant patriotes? Eh bien, cela signifie que leur période touche à sa fin. Orban a mené une politique similaire à celle de Donald Trump. Il s'est aussi présenté comme le grand sauveur. Mais si l'on regarde l'économie en Hongrie, elle stagne depuis 4 ans. Ils ont aussi des problèmes d'inflation, de chômage, et ainsi de suite. Il n'y a pas eu de grande amélioration. Et la base s'est maintenant détournée de M. Orban. Et c'est exactement la même chose que nous voyons actuellement aux États-Unis. La base se détourne de Donald Trump. Je ne sais pas qui a vu les images, mais quand il est récemment entré dans la salle lors du match de catch avec Marco Rubio, les applaudissements pour lui étaient vraiment très très limités. Ce n'était plus cette grande apparition devant un public totalement enthousiaste. Mais ce que nous voyons, c'est que ce type de politique est désormais démasqué par la réalité et que ces personnes sont pratiquement mises de côté. Mais il y en aura de nouveaux qui viendront. Je suppose que les nouveaux viendront également avec de grandes promesses. Aux États-Unis, j'attends que J.D. Vance ou Marco Rubio prennent la suite. Et je ne suis pas tout à fait sûr que beaucoup de gens ne se laisseront pas à nouveau berner par leurs promesses. Les candidats dont vous venez de parler sont encore plus bellicistes qu'un Donald Trump. Si vous regardez les réactions de ces derniers jours et semaines, il y avait tellement de politiciens de tous bords aux États-Unis, mais aussi en Allemagne, qui étaient en quelque sorte déçus que la guerre avec l'Iran n'ait pas vraiment éclaté. Alors quelle est l'alternative? L'alternative serait de s'éloigner de ce système et de dire que nous devons changer des choses fondamentales. Nous devons donc admettre qu'il faut modifier la Constitution et contrôler les instruments de pouvoir actuels, comme l'argent et les données, d'une façon ou d'une autre. Parce que l'argent et les données sont complètement hors de contrôle et se trouvent en quantité énorme entre les mains de très peu de personnes qui n'ont qu'un seul intérêt, renforcer et cimenter leur propre pouvoir. Contrôler simplement l'argent et les données, c'est pratiquement une mission impossible, parce que les quelques acteurs dont vous venez de parler, ce sont des gens qui sont en train de devenir des trillionnaires, donc vraiment de se sentir comme des dieux. Ils sont plus riches que 50% de tous les États réunis si on additionne tout ça. Il faut donc qu'il se passe un peu plus que simplement espérer avoir accès aux données. Nous sommes confrontés à de grands bouleversements sociaux. Nous sommes probablement à l'aube de révolutions mondiales. Et cela ne pourra plus être empêché. Nous allons vivre des bouleversements majeurs et traverser une période très difficile en passant d'abord par une vallée profonde. Et soit nous parvenons effectivement ensemble à créer de nouvelles constitutions dans lesquelles le pouvoir est limité, soit nous continuons sur cette voie et le pouvoir se retrouve entre encore moins de mains et nous sommes tous conduits vers quelque chose d'encore pire, vers une prison numérique. Donc il n'y a plus d'autre alternative que de remplacer ce système qui est vraiment arrivé à sa fin par un nouveau. Et ce qui est très important, c'est qu'il faut aussi dire adieu à toutes les idées du passé. Il y a par exemple cette grande opposition entre l'économie de marché et l'économie planifiée. Beaucoup idéalisent encore l'économie de marché et disent que l'économie planifiée est la pire. Peut-être qu'on devrait réfléchir à limiter d'une certaine manière l'économie de marché, à inscrire des limitations de pouvoir dans la Constitution et à exclure certains domaines de la société de l'économie de marché. Par exemple, je pense au système de santé, aux soins aux aînés et à l'éducation. Et ce serait très important, et aussi pour l'alimentation, parce que l'alimentation et l'économie de marché ne sont pas compatibles.
Si l'alimentation dépend toujours de l'économie de marché, nous vivrons un jour dans un monde où la viande de laboratoire sera vendue et l'agriculture verticale pratiquée. Il faut donc intervenir à un moment donné. Ces interventions sont aujourd'hui très diabolisées. Quiconque l'entend pensera sûrement ce sont des idées socialistes, c'est n'importe quoi. Par exemple, la fonction de la révolution russe et du bloc de l'Est était de nous dégoûter de l'économie planifiée, pour que nous pensions tous que l'économie planifiée et celle des fonctionnaires étaient horribles. Mais ce n'est pas seulement la question économie planifiée d'un côté, économie de marché de l'autre côté. Peut-être que la solution réside dans une combinaison raisonnable des deux sous le contrôle de la majorité de la population. Quels conseils concrets, Monsieur Wolf, donneriez-vous aux gens pour conclure, afin de ne pas perdre la raison et surtout pas le cœur malgré les temps difficiles? Ne pas allumer son téléphone à chaque fois qu'on entend un superlatif quelque part, juste pour voir ce qui se passe. Prendre le temps de s'asseoir calmement et de se dire on a déjà vécu de la folie hier, avant-hier, et on en vivra encore demain. Retrouver ce qu'on veut vraiment dans sa vie, une existence paisible avec ceux qui nous tiennent vraiment à cœur, et se concentrer là-dessus. Parfois de profiter de la nature, passer du temps en famille et voir des amis. Et avec les amis, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir des discussions politiques, mais aussi de parler de choses tout à fait normales et quotidiennes. Je pense que c'est une bonne façon de garder les pieds sur terre. Sinon, passer trop de temps dans cette sphère numérique, on est constamment manipulé d'en haut. Et ces personnes veulent que nous paniquions et que nous ne soyons plus capables de mener notre vie quotidienne normale comme nous le faisions auparavant. Je partage totalement votre avis, Monsieur Wolf. Durant mes 14 jours de pause, j'ai constaté que le lien avec la nature et les proches reste indestructible. On nous répète sans cesse que nous serions une sorte d'intelligence artificielle, qu'il faudrait nous programmer d'une manière ou d'une autre, mais nous sommes des êtres humains, nous avons besoin d'ancrage, nous avons besoin de contact, nous avons besoin de la nature. La nature est notre plus grand maître. Limiter la dépendance à ces appareils numériques, comme vous l'avez dit. Se dire « je ne me laisserai pas happer par le prochain conflit », c'est un choix conscient. Peut-être que je me laisserai de nouveau happer par le conflit d'après. Ne pas avoir d'avis reste une opinion. C'est un super pouvoir aujourd'hui, car on est bombardé de mauvaises nouvelles toute la journée. On se promène avec le système nerveux surstimulé, comme une poule affolée sans boussole morale. Et appuyer simplement sur le bouton reset et se retirer complètement, je pense que c'est la plus grande guérison qu'on puisse offrir aux gens. Je ne peux qu'être totalement d'accord. Monsieur Wolf, c'est un honneur de vous parler. Tous mes vœux à vous et votre famille. Pareillement,